Pour cette deuxième table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Monsieur Éric Danon. Monsieur Éric Danon est ancien ambassadeur de France en Israël de 2019 à 2023, ancien directeur général adjoint pour les affaires politiques et de sécurité au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Il est également ancien ambassadeur à Genève pour les questions de désarmement. Monsieur Hervé Latsous, ancien ambassadeur de France en Indonésie de 2001 à 2003, ancien ambassadeur de France en Chine de 2006 à 2010, ancien secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix de l'ONU de 2011 à 2016, poste trusté par les Français depuis 25 ans, c'est ça? Voilà, donc on verra, là aussi, c'est un indicateur de notre rôle, de notre importance dans le monde. Monsieur Latsous a également été directeur de cabinet de 2 ministres des Affaires étrangères, Monsieur Alain Juppé et Madame Alliot-Marie, ainsi que le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de 2003 à 2006. Monsieur David Tortry, docteur en géographie, maître de conférences à l'ICES et chercheur associé à l'INALCO, auteur en 2021 du prémonitoire Russie, le retour de la puissance, qui s'est vu décerner le prix Albert Thibaudet de l'Académie des sciences morales et politiques. Enfin, nous écouterons M. Sergio Piazzi, secrétaire général de l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée, qui ne pourra malheureusement pas être des nôtres, mais dont on entendra l'intervention préenregistrée. Alors, très rapidement, juste pour camper le tableau, l'usage de la notion de Sud global, et on l'a déjà dit, est longtemps resté cantonné au champ universitaire, et c'est les guerres en Ukraine, à Gaza, qui semblent avoir propulsé cette notion dans le débat politique français et suscité des réactions. Alors, effectivement, et ça a été dit tout à l'heure par M. Degnaud, depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, en février 2022, il y a une chose qui est très intéressante d'observer, c'est les votes à l'Assemblée générale des Nations unies. Voilà. Non pas que les résolutions soient contraignantes, mais c'est très important pour l'état du monde, l'état des forces en présence, les rapports de force. Alors, la résolution, très rapidement, du 2 mars 2022, donc dans la foulée du déclenchement de la guerre, résolution qui déplore dans les termes les plus énergiques l'agression commise par la Fédération de la Russie. Donc elle est votée par une majorité de pays, donc 141. Très peu de pays s'y opposent, la Russie, Biélorussie, Érythrée, Corée du Nord et Syrie. Mais on constate que 35 pays s'abstiennent, et pas des moindres, la Chine, l'Inde, l'Iran et plusieurs États africains qui avaient plutôt l'habitude, en tout cas, de suivre de ce côté-là les Occidentaux. Un an plus tard, 23 février 2023, nouvelle résolution qui exige de nouveau que la Fédération de Russie retire immédiatement et complètement et sans condition, donc un texte dur, voilà. Et on retrouve à peu près le même rapport de force, voté par 141, 32 abstentions et 7 qui refusent, donc les 7 précédents, plus le Nicaragua et le Mali, intéressant, puisqu'on sait ce qui s'est passé au Mali entre-temps. Voilà. Alors, le terme de Sud global, même s'il a fait son apparition avec cette guerre, on sent bien que, bon, voilà, ça existait déjà. Il n'a pas été créé, ce Sud n'est pas arrivé comme ça dans la nuit du 24 au 25 février 2022. Et qu'est-ce qu'il faut voir justement dans ce bloc? Est-ce qu'il faut y voir une révolte? Est-ce que c'est un agacement face aux Occidentaux qui se permettent de faire des choses mais qui après refusent, ou en tout cas s'étonnent que d'autres puissent le faire? Ghassan Salamé faisait le constat suivant en 2023. Les pays du Sud global me paraissent partager un sentiment, celui que l'Occident n'applique pas les mêmes règles partout et fait preuve d'une certaine hypocrisie. Alors, la première question, et que je pose à chacun d'entre vous, comme ça vous pourrez... Voilà, c'est déjà de nous dire ce que vous pensez de ce terme de Sud global.
Voilà, je vais faire question par question, c'est plus simple plutôt que de... Voilà. En un mot, assez rapidement, qu'est-ce que vous pensez de ce terme-là? Je vous en prie. Merci beaucoup, Général, et bonjour à tout le monde. Je crois que ce terme, effectivement, est un terme assez impropre, car il recouvre tellement une telle diversité de préoccupations, d'attitudes, de Weltanschauung, comme diraient les Germains. En fait, c'est extrêmement trompeur. Alors, c'est effectivement une notion qui est présente dans la communauté internationale de manière diffuse depuis très longtemps. Il faut remonter jusqu'aux années 50, 1955 pour être exact, la conférence de Bandung, la création du mouvement des non-alignés à l'initiative du président Sukarno, de Chou En-lai, de Nehru, de toute une série de grands dirigeants de portée internationale, et qui se sont retrouvés sur un agenda un peu minimal, mais qui était très novateur pour l'époque, le refus des blocs. Ni le bloc occidental, ni le bloc soviétique, mais une ligne autonome, propre au tiers-monde. Et voilà, c'était une proclamation qui s'est survécue d'ailleurs par un de ces prolongements qu'on n'avait peut-être pas tout à fait prévu à l'époque, c'est-à-dire la ligne partagée à travers tout le tiers-monde en faveur de la décolonisation, et qui existe encore aujourd'hui, marginalement peut-être, mais pour nous, la France, à travers le problème de la Nouvelle-Calédonie, qui s'est subitement aggravé cette année après plusieurs années de malheureusement négligence par les autorités françaises, et qui nous vaut d'être l'un des rares pays encore sujet à la surveillance de tous ceux qui estiment avoir une responsabilité pour mener ce dossier de la décolonisation à bien. Bon, on pourra prolonger après, mais enfin, je voulais remonter un peu aux origines pour dire que c'était une préoccupation qui était bien là, se différencier des blocs et avoir une ligne spécifique à ce qui est essentiellement des pays du tiers-monde. Merci. Oui, merci. Oui, le terme a été utilisé après l'effondrement de l'Union soviétique pour renommer quelque chose qui en réalité existait déjà. Pour simplifier, mais c'est une simplification à dessein, vous avez, au moment de la guerre froide, le bloc occidental avec les États-Unis, le bloc soviétique et les non-alignés. 91, le bloc soviétique s'effondre. Il faut renommer l'ensemble ainsi constitué des anciens qui étaient autour, des non-alignés face aux Occidentaux. C'est à ce moment-là que le Sud global, lentement, va émerger comme notion contre le seul pôle qui est resté, qui est le pôle occidental. Puisque vous savez qu'en géopolitique, pour aller vite, on ne se pose qu'en s'opposant. Et donc, il fallait bien que quelque chose s'oppose à l'Occident. C'est ce machin totalement hétérogène qui n'a pas de réalité autre que cette désignation des pays non occidentaux, mais qui progressivement se structure avec un dessein et des idées communes, entre guillemets. La première, c'est la question des valeurs. On en a beaucoup parlé tout à l'heure, mais c'est très important. En réalité, dans le Sud global, il y a cette idée qui progresse que les valeurs dites universelles ne le sont pas et ont été inventées par l'Occident pour conquérir le monde. C'est redoutable comme idée. C'est-à-dire que d'un coup, vous avez la remise en cause d'un essentiel de l'Occident qui a voulu définir ce qu'est l'universalité. Et c'est les Lumières et Victor Hugo, etc. Et tout ça est remis en cause. C'est le premier point, je dirais, le plus fondamental. Le deuxième, c'est que la Deuxième Guerre mondiale s'éloigne dans l'esprit des gens. Et que le mal absolu, ça n'est plus la guerre de masse, la Deuxième Guerre mondiale ou la Shoah. Le mal absolu, c'est le colonialisme. Ça, c'est le grand changement de la définition du mal absolu. On n'apprend plus la Shoah dans les classes. On apprend les guerres mondiales, ça s'éloigne. Voilà. Or, ce sont les guerres mondiales qui ont structuré la notion du mal absolu
chez Arendt et chez d'autres, bien entendu. Et maintenant, c'est le colonialisme. Alors, à cette aune-là, l'Occident est très mal placé, parce que, comme l'a rappelé Marc tout à l'heure, vous avez 400 ans où, pratiquement, l'Europe fait sa richesse sur ses colonies. Et puis après, les États-Unis, etc. On a vécu sur un monde colonial. La décolonisation, au début des années 50, plus ou moins douloureuse suivant les pays, a rebattu les cartes et lentement a été instrumentalisée par tous ceux qui voulaient s'opposer à l'Occident dans un rapport qui n'est pas de rejet, qui est, enfin, il y a une dimension, qui est un rapport, je dirais, de fascination-répulsion. Vous avez en permanence cette fascination-répulsion de l'Occident partout dans le reste du monde, puisque tout le monde a bien conscience qu'un certain nombre de progrès techniques, etc., ont été faits grâce à l'Occident, mais que la globalisation, vécue comme occidentalisation du monde, est devenue insupportable parce qu'elle est un laminoir des cultures. Et ça, vous avez une réaction de rejet de la mondialisation ainsi vécue, au nom, plus ou moins affirmé, d'un rapport à l'identité et à sa propre culture. Ce qui est très d'ailleurs contradictoire, c'est qu'effectivement la mondialisation, j'allais dire à l'américaine, à l'occidentale, est un laminoir de culture, parce qu'elle impose une culture quasiment unique, notamment par le web et les réseaux sociaux, mais qu'en même temps, elle permet aux différentes cultures, aussi petites soient-elles, de s'exprimer, alors qu'elles ne le pouvaient pas avant. Donc vous avez à la fois une réaction contre le laminoir culturel et la capacité, grâce aux techniques occidentales, on pourrait dire, de faire réémerger ces cultures. C'est là qu'est la fascination-répulsion, pourrait-on dire. Donc j'ai dit le colonialisme. Et j'en profite pour répondre à une des questions tout à l'heure sur la Palestine, Gaza, etc., parce que ça va avec. En 15 ans, la figure du Palestinien a totalement changé. Il n'est plus celui qui essaye de se battre pour son bout de terrain, etc. Il est devenu justement une figure de la résistance à la globalisation vécue comme, on l'a dit, l'occidentalisation, l'américanisation du monde. Et donc, il est servi, j'allais dire, à toutes les sauces dans sa dimension symbolique. Il y avait eu un début de cela avec Yasser Arafat, qui avait été longtemps, 4-5 ans, comparé à Che Guevara. Et les gamins de ma génération, qui portaient pour certains des t-shirts à l'effigie de Che Guevara, ont eu aussi des t-shirts avec des kéfiers à la Yasser Arafat. Sauf qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de figure d'identification en Palestine. Mahmoud Abbas est trop vieux et trop bête pour être sur des t-shirts. Et donc, c'est remplacé par le drapeau palestinien. Le drapeau palestinien devient symbolique d'une résistance globale à l'Occident. Et donc, il est servi à toutes les sauces. En France, vous l'avez dans les manifs pour les retraites, vous l'avez dans les matchs de foot, et vous l'avez comme filtre d'entrée des amphis de certaines universités. C'est-à-dire qu'on est... Non, et donc on est dans une instrumentalisation de cette résistance réelle ou supposée. Ceci va... Pardon, je suis trop long. Non, je termine. Et je reviendrai tout à l'heure sur un des éléments évoqués à la première table ronde, mais qui est très important, qui est la question du wokisme. Alors, mouvement encore assez marginal dans le monde, en dehors des États-Unis et de quelques pays occidentaux, puisque voilà, c'est comme ça. Mais le wokisme, c'est très important dans notre histoire avec le Sud global. Pourquoi ? Parce que le wokisme, fondamentalement, c'est la déconstruction du récit historique. Et comme le récit historique est censé avoir été porté par les Occidentaux, en réalité, la déconstruction du récit tel que prôné par le wokisme est une attaque contre l'histoire telle que racontée par l'Occident.
Et sur cette base-là, chacun va s'autoriser à refaire un récit différent, dont le wokisme dit qu'il a la même légitimité que le récit historique. C'est donc fondamentalement un refus de l'écriture de l'histoire par les Occidentaux. Et le wokisme est un mouvement important pour le Sud global parce qu'il dit, au fond, nous avons le droit de réécrire un récit différent parce que ce que nous ne supportons plus, c'est que l'histoire soit écrite par l'Occident. À partir de là, la difficulté pour les tenants de ça, c'est d'écrire une autre histoire. Et justement, ils n'arrivent pas à dépasser, en tout cas jusqu'à maintenant, la dimension coloniale. C'est-à-dire que l'histoire est jugée à travers la question coloniale et seulement. Donc le décolonialisme va évidemment avec le wokisme. C'est quasiment la même chose, pourrait-on dire. Reste un dernier point. Pourquoi cela est antisémite par nature? Et ça, c'est un vrai problème pour le Proche-Orient aujourd'hui. Parce que le judaïsme ne tient identitairement que par la transmission de son récit. Le judaïsme a tenu des siècles et des siècles contre toutes les agressions, pourrait-on dire, de ceux qui ne supportaient pas les Juifs, grâce à la transmission d'une génération à l'autre, cette transmission étant constitutive de l'identité juive elle-même. À partir du moment où certains viennent dire la transmission historique, c'est jamais qu'un récit de domination, eh bien, le judaïsme est évidemment la cible, une cible essentielle, à la fois à travers son identité, c'est la dimension antisémite, et à la fois comme dernier avatar du colonialisme monté par les Européens, c'est la dimension antisioniste, puisque c'est pas la même chose. L'antisionisme, c'est l'identité juive, l'antisémitisme, c'est l'identité juive, l'antisionisme, c'est l'existence d'Israël. On ne confond pas identité et existence. Mais le discours du Sud global consiste aussi à mélanger les deux. Ce qui nous amène à la dernière dimension qui est très compliquée. Est-ce qu'il y a une relation entre le Sud global et quelque chose qui serait le retour du religieux? Alors, c'est difficile parce que, si vous voulez, dans toutes les sociétés, ou à peu près, depuis la nuit des temps, le politique et le religieux travaillent ensemble, s'affrontent, se bouffent le nez, parfois arrivent à s'entendre, parfois pas, parce qu'ils ont fondamentalement une même fonction, apporter des réponses à l'homme dans ses angoisses fondamentales. Et dès que le politique s'affaisse, le religieux remonte, et presque vice-versa, pourrait-on dire. C'est-à-dire que le politique prend toute sa place, par exemple, après les guerres mondiales, parce que les gens considèrent que Dieu a oublié le peuple. Donc, aujourd'hui, à partir du moment où vous avez des faiblesses politiques considérables en Occident, qui n'a plus cette capacité de se projeter, cette capacité d'écrire l'histoire comme il l'avait avant parce qu'il a arrêté son expansion, y compris son expansion coloniale, alors le doute politique s'installe et le religieux commence à remonter pour apporter des réponses. Ça, il y a, alors je caricature parce que ça se nuance, en Russie, c'est l'alliance des deux. Comme souvent, il peut y avoir alliance des deux, il peut y avoir bataille entre les deux, mais il peut y avoir alliance des deux. Et deux, ça suppose aussi que devant l'absence de dessin politique, on peut imaginer qu'il y a un dessin religieux. Je ne rentre pas là-dedans. Je considère que la montée de l'islamisme n'est pas sans lien avec la structuration du Sud global, même si ce sont deux choses de nature radicalement différente. C'est juste des apports dans un système totalement hétérogène où vous avez du politique et du religieux qui, encore une fois, se mélangent et où chacun atomise le système pour être plus sûr de garder, au fond, l'essentiel de ses intérêts. Voilà. C'était un peu long. Mais... Oui, alors dans la question sur le Sud global,
il y a aussi les termes utilisés. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une première table ronde sur l'Occident. Donc l'Occident, a priori, devrait faire face à l'Orient. Or là, à l'heure actuelle, l'Occident fait face au Sud global. Donc ça pose une question. Il n'y a pas équivalence entre les deux termes. Ça renvoie au fait qu'on avait un bloc de l'Ouest et de l'Est qui s'affrontaient, on l'a dit, cet affrontement est terminé, ou en tout cas dans sa dimension idéologique. Ça renvoie aussi sans doute à la question de l'Orient, puisque l'Orient, c'est très marqué par l'orientalisme du 19e siècle et qui s'est poursuivi au 20e siècle. Or, on a un auteur américain d'origine palestinienne, d'ailleurs extrêmement important, Edward Said, qui a fait l'interprétation de l'orientalisme comme étant, de la part de l'Occident, la volonté non pas de comprendre l'Orient, encore que, mais surtout de le comprendre de manière à le dominer. Et donc on a ce rejet implicite potentiel de la part des non-occidentaux de ce terme d'Orient marqué par finalement une idée implicite de domination par l'Occident. Donc on préfère être du Sud que de l'Est. Et puis il y a le global, Sud global. C'est intéressant parce que ça implique finalement une forme de centralité. Quelqu'un qui est global, qui parvient à la globalité, il est central. Finalement, on pourrait dire que l'Occident a été global, et le reste en partie, pendant ces derniers siècles. Et si c'est désormais le Sud qui devient global, c'est qu'il a peut-être la volonté, voire la possibilité, l'ambition d'imposer ou en tout cas de négocier potentiellement, et là, ça serait peut-être le débat de la troisième table ronde, avec l'Occident, un modus vivendi qui prenne en compte ses représentations, ses intérêts, sinon ses représentations et ses modes de fonctionnement. Donc les termes, je pense, ne sont pas innocents dans cette nouvelle structuration potentielle des relations internationales. Et puis après, il y a la question de son existence. On a dit, est-ce qu'il y a un Sud global? Parce qu'effectivement, c'est quand même très vaste, ce Sud global, très hétérogène, donc il y a une forte hétérogénéité. Et certains seraient tentés de dire, mais c'est pas possible, on peut pas mettre l'Inde, la Chine, le Moyen-Orient, l'Afrique, potentiellement l'Amérique latine, dans un même ensemble. Et ce serait plutôt rassurant pour l'Occident. Finalement, le Sud global n'existe pas, puisqu'il est trop divisé, donc pas de remise en cause potentielle de l'ordre international tel qu'il est centré sur nous-mêmes. Néanmoins, il y a quand même des points communs, sinon des points communs, du moins des dénominateurs communs. Le premier, on l'a évoqué, c'est le colonialisme. Effectivement, ça a été rappelé, pratiquement toute la planète hors Occident a été colonisée ou a subi les tentatives coloniales, la dimension coloniale de l'Occident putative. Certains, les rares pays qui n'ont pas été colonisés ont en général se sont en général imposé une forme limitée d'occidentalisation leur permettant de résister. C'est le cas de la Russie. La Russie de Pierre le Grand, c'est une occidentalisation partielle lui permettant de se donner les outils de ne pas subir la domination directe politique de l'Occident. Ça a été le cas avec des succès divers de l'Empire ottoman, qui a tenté de se moderniser par des biais occidentaux pour ne pas tomber dans une dépendance coloniale. Donc on a une histoire et un ressentiment potentiel qui est marqué par l'histoire. Ce ressentiment, il est entretenu par ce qu'on a pu appeler le néocolonialisme, c'est-à-dire que l'hégémonie occidentale ne s'est pas arrêtée à la fin de la période coloniale à proprement parler. Il y a eu des désillusions énormes
dans ce qu'on appelait le tiers monde, hein, d'ailleurs, hein, tiers état de la planète, vis-à-vis de cette nouvelle ère, avec des attentes qui étaient évidemment souvent trop élevées par rapport aux réalités difficiles du développement. Et puis, il y a un ressentiment plus actuel, qui est celui de l'idée, finalement, que l'hégémonie occidentale, elle n'est plus justifiée ni par le poids relatif de l'Europe et des États-Unis, ni par son universalisme qui est remis en cause, on l'a dit, dans le Sud global, mais qui est remis en cause, et je crois que c'est peut-être encore l'élément le plus grave pour l'Occident, en Occident même. C'est-à-dire qu'il y a une approche civilisationnelle, qu'on pourrait appeler civilisationnelle, hein, sinon identitaire, en Occident, qui est en forte croissance et qui a une influence forte sur sa politique extérieure, avec ce que dans le Sud, on appelle les doubles standards, qui sont frappants à l'heure actuelle. C'est-à-dire toute la rigueur possible et imaginable vis-à-vis des puissances jugées occidentales qui ne respectent pas ces règles, et puis la mansuétude la plus élevée possible vis-à-vis de celles qui sont considérées comme faisant partie de l'Occident et qui ont des agissements qui, vus du Sud, sont totalement condamnables, et pas que du Sud d'ailleurs, qui ne respectent d'ailleurs à peu près aucun standard de droit international tel que défini par l'Occident lui-même. Et ça a été évoqué lors de la table ronde précédente. Les États-Unis, qui ont largement façonné ces règles, ne se les appliquent pas. Or, ça ne peut pas être évacué rapidement, cette question. Si ceux qui définissent les règles ne se les appliquent pas, tout le système, le système ne peut pas fonctionner par essence. Et tout cela, eh bien, est incarné dans des institutions, les institutions qu'on connaît, hein, qui sont là aussi largement un héritage de l'après-Seconde Guerre mondiale, qui sont censées être internationales, mais qui restent dominées par l'Occident, le FMI, la Banque mondiale, l'ONU, hein, au Conseil de sécurité, il y a une surreprésentation évidente des Occidentaux, et l'impression pour le Sud que l'Occident s'accroche à ses privilèges, hein, on est on est un peu dans une idée aussi de relation de ce type, et ne souhaite pas finalement reconnaître qu'on est rentré dans une nouvelle ère et qu'il faudrait partager à la fois les responsabilités et entendre les représentants du Sud sur une nouvelle définition de l'ordre international. Alors, le deuxième thème que l'on va étudier, on va revenir un peu à la diversité de ce Sud global. On va essayer de s'interroger sur qu'est-ce qu'ils veulent. Quel est le ciment de ce Sud global? Est-ce que déjà il y en a un? Est-ce qu'ils ont des revendications communes? Est-ce que dans ce Sud global, les BRICS ont un rôle particulier à jouer? Est-ce que c'est une espèce de fer de lance qui parle au nom des autres? Ou est-ce qu'au contraire, les BRICS, on pourrait, dans une comparaison historique plus ou moins audacieuse, est-ce que les BRICS, ce n'est pas finalement la bourgeoisie de 1789? L'Occident, c'est l'aristocratie, les BRICS veulent prendre les bonnes places, et puis le reste du Sud global, on a besoin de lui le jour du 14 juillet, le jour du 10 août, et puis après, s'il vous plaît, rentrez chez vous, on n'a plus besoin de vous. Voilà. Est-ce qu'il y a un ciment, ou est-ce que tout ça n'est mu que par un peu, et là aussi, autre comparaison qui vaut ce qu'elle vaut en politique, est-ce que on fait barrage à l'Occident, et puis dès que les élections ont eu lieu, chacun reprend ses billes avec ses particularités, ses contradictions? C'est général. On l'a dit déjà, la première phase, le mouvement des non-alignés a été la première tentative d'expression du Sud global. Ensuite, notamment dans le contexte des Nations Unies, ça s'est matérialisé par ce qu'on a appelé le groupe des 77. 77 qui ont d'ailleurs cessé depuis longtemps
peut-être 77, ils sont plutôt 125 ou 130 maintenant, c'est-à-dire les pays du tiers-monde qui, notamment dans toutes les négociations sur la sphère économique, la sphère sociale, la sphère humanitaire, ont essayé d'élaborer un corps de doctrine qui leur soit à peu près commun. Alors, ça s'est traduit par un consensus assez minimal, ce que les Américains appelleraient apple pie and motherhood, la tarte aux pommes et la maternité, c'est des concepts tellement basiques qu'on peut se retrouver d'accord, mais sans entrer trop dans les détails. Alors, ça a été les positions prises au fil des années par le G77 sur le dialogue Nord-Sud, sur l'aide publique au développement, sur toute une série de dossiers de cet ordre. Aussi, faut-il l'ajouter, sur certains dossiers politiques, notamment la question de la non-prolifération nucléaire. Ça a été dit, je crois, à la séance précédente. Il y a eu très vite un large consensus pour réprouver l'existence de l'arme atomique, l'encadrer, donc le traité de non-prolifération, mais aussi par la suite le traité sur l'interdiction complète des essais nucléaires et toute une série d'instruments annexes pour essayer de contenir les choses. Et puis, il y a eu des positions politiques également, en fonction des dossiers, selon les moments, sur certains conflits, notamment le conflit au Moyen-Orient, des conflits humanitaires en Afrique, ailleurs dans le tiers-monde, mais déjà, ça devenait plus compliqué. Alors, l'expression institutionnelle, finalement, la plus volontariste, ça a été précisément, comme vous le disiez, général, la création du BRICS. D'abord 5 membres, puis 11. On parle maintenant peut-être d'un 12e qui serait candidat, ce serait la Turquie, ce qui paraît quand même très improbable pour un certain nombre de raisons. Et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Mais les BRICS et le BROCS, les BRICS, c'est un peu une organisation de briques et de brocs, si vous me passez de ce mauvais jeu de mots. Parce qu'il y a peu de facteurs qui rapprochent. Qu'est-ce qui rapproche les membres de ce groupe? Bien sûr, on pourrait dire la très vieille solidarité entre des empires souvent millénaires, l'empire chinois, l'empire tsariste, l'empire persan, l'empire ottoman, même si jamais la Turquie parvient à avancer sur ce dossier. Mais ça se traduit difficilement en réalité concrète dans la politique de nos jours. Il y a certaines solidarités économiques, le fait que certains pays soient des fournisseurs énormes d'hydrocarbures et que les autres en sont consommateurs. Mais enfin, ça ne suffit pas là non plus à créer une politique. Il y a une contestation de l'ordre institutionnel multilatéral, notamment les Nations Unies, à la fois à cause des inégalités qui sont inhérentes à la conception même du Conseil de sécurité, ça a été dit, mais aussi à cause de l'inefficacité du système tel qu'il ne fonctionne pas actuellement. Et on ne va pas se poser la question, et encore moins pointer du doigt les responsabilités, par exemple, de la Russie à travers le conflit ukrainien. On se contente de critiquer unilatéralement le soutien américain à Israël, mais sans entrer là non plus dans les détails. Donc tout ça trouve très vite ses limites. Et au fond, ce sont quand même beaucoup plus les facteurs de division et plus encore, je dirais, les facteurs d'instrumentalisation. Il est incontestable que la Chine fait feu de tout bois pour instrumentaliser les institutions existantes ou en créer de nouvelles. Au passage, vous avez peut-être entendu parler de l'Organisation de coopération de Shanghai, qui en l'espace d'une vingtaine d'années, est devenu, entre la main de Pékin et de Moscou, un instrument de domination majeur vis-à-vis de toute la sphère Asie centrale et ce qui tourne autour. Et au départ, c'était un outil de lutte contre le terrorisme, de coordination des services spécialisés. Maintenant, c'est devenu un organisme extrêmement large dans sa surface d'application, avec toute une série de projets, y compris des projets de réseaux ferroviaires, de réseaux électricité, que sais-je. Donc là, incontestablement, pour la Chine, il y a matière à instrumentaliser les BRICS pour poursuivre son sujet favori, qui est, ces dernières années, ça a été dit là également, l'antagonisme sino-américain. Tout ce qui peut blesser l'Amérique et
accessoirement ses alliés, ses amis, eh bien, servira les desseins de Pékin. Idem à l'évidence pour Moscou. Et je crois qu'en fait, la collusion russo-chinoise sur ce sujet est évidemment un élément majeur. Et puis, il y a quand même quelques dossiers qui se profilent, et je mentionnerai au passage, mais ça on pourra en revenir, bien sûr la réforme des Nations Unies, mais aussi la réforme du système de Bretton Woods, parce que il y a incontestablement en filigrane sur l'agenda de certains une refonte globale du système commercial et économique et financier international, et notamment la dédollarisation de l'économie mondiale. Ça a toujours été un objectif des Chinois depuis longtemps. C'est un objectif que les Russes ne verraient pas d'un mauvais œil. Maintenant, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ils ont créé il y a quelques années les BRICS, une banque de développement qui n'a pas connu, Dieu sait, beaucoup de succès. Et il faut espérer qu'elle ne le fera pas d'ailleurs, parce que c'est quand même un vecteur de projet qui, en termes à la fois de conception, de gouvernance, de modalités de financement et surtout de remboursement, ne va pas dans l'intérêt des pays soi-disant bénéficiaires. Enfin bon, c'est aussi quelque chose qu'il faut garder en esprit. Merci. Oui, ce qui lie les pays du Sud global entre eux, c'est aussi le fait que, si vous les regardez, ce sont des pays qui ont le sentiment de n'avoir pas pu maîtriser leur destin. Et c'est aussi de cela qu'ils veulent sortir. Or, les mécanismes pour en sortir ont été des mécanismes montés par Bretton Woods, enfin par les Occidentaux, qui en réalité les ont encore plus mis dans la dépendance d'autres. Je pense notamment au FMI et à la Banque mondiale. Vous êtes d'une génération qui n'a pas connu ce qu'on appelait l'ajustement structurel, c'est-à-dire comment le multilatéralisme du FMI et de la Banque a contraint les pays en difficulté, en développement, à suivre leurs règles à eux, autrement, il n'y avait plus d'argent. Et donc là, ça a été une manière extrêmement forte, mais extrêmement humiliante en réalité, avec de bons résultats pour certains pays. C'est pas là, la critique n'est pas là. Mais l'humiliation, en géopolitique, ça se paye cash. Un jour ou l'autre, ça ressort toujours. Et là, ça ressort maintenant qu'il n'y a pas que les Bretton Woods, enfin la banque et le fonds pour aider. Il y a maintenant des pays comme les Chinois qui peuvent servir aussi de banquiers alternatifs, pourrait-on dire, y compris d'ailleurs pour la Russie et pour l'Iran. Mais commencent les choses. Donc là, vous avez eu une première humiliation. La deuxième, ça a été l'aide au développement et la coopération au développement. Alors, pourquoi ? Parce que l'Occident disait « on vous aide », alors que le résultat sur place était d'un rendement extrêmement médiocre. En gros, si vous prenez le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la malaria, lorsque les Occidentaux donnent 100 au fonds, il y a 17 qui arrivent dans le pays. Tout le reste est mangé par les intermédiaires, les consultants divers, les appels d'offres, les organismes qui font des revues à mi-parcours. Bref, tout cet argent est dépensé pour éviter la corruption, la mauvaise dépense, etc. Mais en réalité, le système de protection de l'argent coûte plus cher que ce qui serait perdu sur place si on ne faisait aucun contrôle. Sauf que, là, aujourd'hui, dans le monde international, vous ne pouvez plus dépenser 1 euro sans le contrôler, et ce contrôle coûte entre 20 et 50%. C'est ça. Or, ça, les pays en développement à qui on disait « mais on vous a donné 100 », savaient bien, eux, qu'ils ne recevaient que 17.
dans l'affaire, par exemple, du Fonds mondial. Ça, c'est redoutable en termes d'image par rapport à l'Occident. Car, comme disait très bien le président Wade au Sénégal, gardez ça. La main qui donne est toujours au-dessus de la main qui reçoit. Il n'y a pas d'égalité, en réalité, dans l'aide au développement. Même si on essaye de dire au pays, mais oui, ça va être de la co-construction, ça va être de la co-développement, ça va être du co-développement, ça va être du co-machin. Ça ne marche pas. Celui qui donne, dans le système international, qui paye, commande. Punto. À partir de là, l'Occident, qui avait beaucoup plus d'argent que tout le monde, eh ben, il a commandé au reste du monde. Maintenant, sur les Nations Unies, ben, la remise en cause, elle est venue de l'absence de réforme, puisque voilà, on a toujours, finalement, on n'est jamais arrivé à des réformes structurelles. Donc, il représente toujours un ordre du monde que les pays en développement, et même d'ailleurs les pays occidentaux, considèrent comme dépassé, mais pour des tas de raisons, c'est difficile à réformer, puis on s'accroche à certains privilèges, etc., etc. Mais aujourd'hui, c'est pire, parce que le poisson pourrit par la tête. Vous êtes pour la première fois dans une configuration où les trois grands, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine et la Russie, n'aiment pas le système des Nations Unies tel qu'il est. Les États-Unis, c'est clair, ils n'en veulent plus, il suffit d'écouter Trump. La Russie, évidemment, elle est depuis longtemps en difficulté, surtout alors depuis la guerre en Ukraine. Et la Chine n'est pas contre le système, mais veut le tourner à son avantage, comme disait Hervé. Et elle a une tactique pour ça, c'est d'investir tous les postes qu'elle peut investir. Elle place des Chinois partout dans le système. Et lentement, lentement, le système est en train de se transformer. Et c'est d'ailleurs assez intéressant comme tactique. Enfin, il y a un dernier point. Tout ça est aussi une affaire d'hommes et de femmes, comme on l'a dit tout à l'heure. Vous savez, les leaders, c'est 50% de la politique internationale. Hein. Vous pouvez toujours chercher des grandes explications. Benoît Daboville l'a dit, c'est d'abord des gens. Or, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des Nations Unies, Guterres n'est pas à la hauteur de la tâche aujourd'hui. Pourquoi? Si l'un de vous, dans la salle, peut me dire quel a été son apport dans Russie-Ukraine, quel a été son apport dans Arménie-Azerbaïdjan, quel est son apport aujourd'hui dans Israël-Palestine? Zéro. Et donc, à partir de là, la machine ne peut pas fonctionner, parce que le type au-dessus, il n'a aucune vision de ce qu'il faudrait faire. C'est-à-dire, c'est un fonctionnaire qui a réussi le concours de secrétaire général de l'ONU. Et à partir de là, le système se bloque, se fige lentement, mais sûrement. J'arrête là, mais quand même, je voudrais vous dire sur la place des gens, des hommes. Prenez par exemple la question de la Russie. Prenez la psychologie de Poutine, parce que c'est ça qui explique les choses aujourd'hui, et même depuis quelques années. Poutine, par exemple, n'est pas un stratège. Poutine est un opportuniste. Je le dis par rapport à notre débat d'aujourd'hui. Il attend que les Occidentaux se soient cassés la figure sur un dossier pour venir et dire « maintenant, c'est mon tour ». Regardez l'affaire syrienne. C'est typique. Après qu'il se soit passé un certain nombre de choses en Irak, etc., l'Occident, enfin les Américains et nous, pourrait-on dire, l'OTAN, mais enfin, au sens occidental du terme, essaye de régler la question syrienne. Il n'y arrive pas. Et au bout d'un moment, désastre de la guerre, 200 000 morts dès les 3 premières années, bien plus après, en réalité, exode de 3 millions de Syriens à l'extérieur. Et Poutine dit, ben voilà, les Occidentaux, vous avez complètement foiré ce dossier. Maintenant, c'est moi. Je vais arriver. Je vous garantis une chose. Bachar el-Assad ne sera plus un problème pour vous. Et de fait, il ne l'a plus été ou quasiment. Et moi, Poutine, c'est moi qui vous garantis cet ordre-là. Alors ça vous embête bien, vous les Occidentaux, parce que c'est moi qui vais le faire. Et maintenant, en Syrie, j'ai la clé, j'ai même la serrure. Et donc, à partir de ce moment-là, l'Occident se retrouve en dessous. Ensuite, vous avez en Afrique. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, ben voilà, vous les Français, vous avez foiré. Barkhane, machin, tout ça est trop long. Tout ça, voilà. Vous avez été incapable de régler la question du terrorisme
dans les pays d'Afrique francophone. Alors je vais envoyer Wagner. Poussez-vous, c'est moi qui arrive. Parfois, il se trompe. En Libye, il a dit « Ah ben, vous avez foiré le dossier libyen, j'arrive. » Et on lui a dit « Non, non, on y est encore, repartez. » Il est reparti instantanément. Il a fait tourner son porte-avions et il s'est barré. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il va prendre le dossier iranien, du nucléaire. C'est quoi sa logique? Vous avez négocié, avec nous d'ailleurs, puisque la Russie était dans le coup, un accord nucléaire pendant 16 ans. 16 ans de négociations. On arrive à un machin qui s'appelle le JCPOA, vous verrez ça, et qui bloque un peu l'enrichissement nucléaire en Iran. Trump, 3 ans plus tard, en réalité, le tandem Trump-Netanyahou dézingue cet accord en disant que c'est le plus mauvais accord, enfin à la Trump, quoi. Et nous, les Français, les Britanniques, les Allemands, nous sommes obligés de suivre et on ne peut plus coopérer avec l'Iran. Du coup, l'Iran repart à la hausse après nous avoir prévenu, genre, mais vous nous poussez à enrichir à nouveau, quoi. Bon, bref, l'Iran repart à la hausse. Aujourd'hui, ils sont à 62% en moyenne d'enrichissement, avec des pointes à 81, c'est-à-dire le weapon grade, comme on dit, pour avancer. Et là, nous n'avons pas de plan B. C'est fondamental pour l'image de l'Occident. Nous n'avons pas de plan B dans l'affaire iranienne. C'est un drame. Et que fait le Poutine? Eh bien, il dit, maintenant c'est mon tour, puisque les Occidentaux, vous êtes mauvais. Et ce qui se négocie aujourd'hui, c'est je vais faire en sorte que l'Iran soit un pays du seuil nucléaire, en gros qu'il puisse avoir la bombe en 1 an ou 2, à peu près, mais il n'aura pas la bombe. Ça ne sera pas un pays nucléaire. Et ce sera grâce à moi et pas grâce à vous. Et je contrôle déjà le cycle du nucléaire, parce qu'il a le cycle du combustible de la centrale de Boucher. Bon, peu importe, c'est de la cuisine. Il maîtrise l'ensemble. Il fait copain-copain avec l'Iran par rapport à la guerre en Ukraine et aussi à la guerre à Gaza. Et donc, il dit, voilà, vous êtes bien embêtés, les Occidentaux, mais vous n'avez pas moyen de faire autrement. C'est votre échec qui fait que moi, le Russe, je vais maîtriser le dossier iranien à bas bruit. Je ferai en sorte que l'Iran ne soit pas un pays nucléaire, et ce sera grâce à moi et pas grâce à vous, et vous serez bien embêtés avec ça. Et donc, on voit que parfois, l'Occident doit laisser la main du fait de ses propres échecs. Là où Poutine s'est trompé, c'est qu'il pensait, comme dans l'affaire de la Libye, que c'était mûr et l'Occident avait foiré dans l'affaire ukrainienne. Parce qu'il voit ce qu'il considère être comme un clown se faire élire en Ukraine, les Occidentaux ne pas arriver finalement à gagner, à stabiliser l'Ukraine, parce que Minsk, on sait ce que c'est. Et donc il dit, maintenant c'est mon tour, j'ai le champ libre pour aller envahir l'Ukraine, en fait pour faire son opération spéciale. Et là il se trompe, parce qu'il ne s'attendait pas, ça n'était pas mûr, il ne s'attendait pas à une telle réaction, à la fois de l'Ukraine et de l'Occident. Donc en dehors de la dimension militaire, il a au contraire renforcé l'OTAN et l'Union européenne, puisque d'un coup, il y a des adhésions supplémentaires, et puis l'Ukraine se rapproche, dérive vers l'Ouest, même si l'Ukraine est fondamentalement un pays qui aurait pu être coupé en deux, comme la Tchéquie et la Slovaquie, parce que, oui, et peut-être que ça arrivera, autour du Dniepr, c'est pas la même mentalité à l'ouest du Dniepr et à l'est du Dniepr. Peu importe sur la solution à apporter. Mais au bout du compte, vous voyez que parfois Poutine a raison dans son appréciation, le fruit est mûr, c'est à moi d'y aller, et parfois il se trompe, et là, soit il recule, soit il fait la guerre de façon finalement catastrophique. Voilà. C'est-à-dire à la soviétique, comme si le réservoir d'hommes et de matériel russe était infini par rapport à l'autre. C'est des guerres à l'ancienne. Pardon, je suis toujours trop long.
Oui, en fait, ce qui se pose, on a posé la question effectivement de l'existence du Sud global et se pose la question de sa structuration potentielle. Et pour une structuration potentielle de ce Sud global, il faut effectivement des dénominateurs communs. Je voudrais revenir sur 2-3 petits points qui ont été évoqués, sur une forme d'humiliation liée aux standards qui ont pu être imposés, par exemple, par le FMI. Il ne faut pas oublier non plus que, alors déjà, ceux-ci ont été évolués dans le temps, et que le FMI n'a pas seulement imposé des bonnes pratiques. Le fait qu'on leur impose, qu'on impose, effectivement, est toujours humiliant. Mais il a imposé dans les années 90 et 2000, avant de commencer à changer un petit peu au vu des résultats, un agenda néolibéral destructeur pour beaucoup de sociétés. Donc, ça n'est pas seulement le fait de dire, écoutez, merci de nous avoir aidés, mais on est humilié parce que c'est vous, mais c'est aussi, malheureusement, vous nous avez imposé des choses qui étaient tout à fait négatives et qui étaient pensées à Washington pour ouvrir les marchés. Enfin, on connaît tout ça, on ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, je pense qu'il y a cet aspect-là qui doit être pensé. Et l'un des pays, d'ailleurs, qui a subi les thérapies dites de choc en lien avec les méthodes du FMI et la Russie, hein, ne l'oublions pas, dans les années 90. L'autre aspect qui a été évoqué, celui du wokisme. Le wokisme n'émane pas du Sud global. Le wokisme, c'est un phénomène occidental. Donc, on ne peut pas vraiment affirmer que ce serait le Sud global qui serait en train d'instrumentaliser l'histoire en Occident pour lui imposer un nouveau récit. Sauf à dire que le Sud global est déjà présent en Occident. Certains le sous-entendent, hein, en disant en fait c'est le Sud global qui, dans les institutions universitaires et autres, eh bien, est en train de transformer le récit, mais je ne suis pas véritablement convaincu par cette thèse. De nombreux représentants du wokisme sont bien des occidentaux de souche, si je puis me permettre. Presque tous. Voilà. Dans le wokisme ou avec le wokisme, il y a ces nouvelles valeurs qu'on peut rapidement appeler comme l'agenda LGBT, qui sont devenues pour les Occidentaux, qui continuent à se considérer comme représentant l'universalisme, hein, l'occidental est universel, donc, par définition. Bon. Eh bien, ce qui était universel en Occident il y a 30 ans, ne l'est plus actuellement, et ce sont de nouvelles valeurs qui le deviennent. Et donc l'Occident, qui a changé énormément sur ces questions, de manière radicale, tente d'expliquer au reste du monde que maintenant, c'est ça qui est universel. Il y a 30 ans, vous oubliez, et ça, évidemment, c'est extrêmement difficile à accepter pour les autres, quoi qu'ils pensent d'ailleurs de ces questions sur le fond. Donc cette tentation de l'universalisme sur des valeurs extrêmement changeantes, évidemment problématique, et ceci d'autant plus qu'en l'occurrence, elles font plutôt l'unanimité dans le. Il y a aussi un élément dans le Sud global qui peut jouer, c'est cet aspect. Sur ce qui est, à partir de là, les tentatives de structuration. Elles ont été évoquées, notamment les deux principales, l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et les BRICS. L'OCS, qui est antérieur aux BRICS, peut être défini comme l'incarnation de la volonté de réforme de l'architecture de sécurité en Eurasie, qui est portée effectivement avant tout par les Moscou et Pékin. Alors, sans revenir sur cette structuration des BRICS, de l'OCS en détail, je voudrais rappeler quelques petits points. D'une part, à l'échelle de la relation entre la Russie et la Chine, notamment en Asie centrale, parce que c'est parti de cette question de l'Asie centrale au départ. La question qui s'est posée à la Chine comme aux Occidentaux en ex-URSS, c'est comment j'envisage mon entrée
dans l'espace post-soviétique vis-à-vis de Moscou. Donc, les Occidentaux se sont posé la question, on en a parlé, comment on fait pour s'implanter dans cette zone qui était auparavant exclusivement russo-soviétique. Les Chinois ont eu la même réflexion, évidemment. Comment fait-on ? Et les Chinois ont adopté cette attitude de dire on va associer Moscou. Donc on va construire notre implantation au travers d'une structure régionale inclusive. Donc les États d'Asie centrale, la Russie et la Chine. Le résultat de cette approche a été que l'Asie centrale, qui était considérée à la fin de l'URSS comme la zone la plus instable, la plus pauvre, et potentiellement la plus conflictogène de l'ex-URSS, est à l'heure actuelle relativement stable. Plusieurs de ces pays, et malgré un voisinage extrêmement difficile qu'on connaît de l'Afghanistan, plusieurs de ces pays ont un développement économique non négligeable, le Kazakhstan évidemment, mais de plus en plus l'Ouzbékistan. Et on a évité, pour l'instant en tout cas, une situation de confrontation sino-russe dans cette région. À l'autre bout de l'ex-empire soviétique, on avait la même question. Eh bien, qu'a été l'attitude des Occidentaux ? Ça a été une attitude exclusive. C'est vous, c'est avec nous ou avec vous. On l'a eu avec l'incarnation dans les décisions stratégiques. L'Union européenne a mis en place un partenariat oriental très particulier, puisque ce partenariat oriental a exclu le principal voisin de l'Union européenne, qui est la Russie. Et ce partenariat oriental, en fait, était un moyen de s'implanter dans cet espace post-soviétique sans associer la Russie. L'Europe orientale ex-soviétique, qui était la plus riche, la plus développée et la plus stable à la fin de l'URSS, est désormais un espace de conflit et d'une guerre extrêmement grave. Et cette comparaison entre l'approche occidentale et l'approche chinoise dans l'implantation en Union soviétique, je pense, est extrêmement parlante quant à l'efficience, beaucoup plus importante qu'on ne le souhaite le dire en Occident, des approches que proposent les Chinois et certains acteurs non occidentaux à l'échelle de l'Eurasie et du reste du monde. L'autre aspect qui est intéressant dans cet OCS, c'est qu'il a intégré l'Inde et le Pakistan en 2017. Et cette intégration, elle était loin d'être évidente du fait des relations entre la Chine et l'Inde, dont on connaît toute la complexité. Cette intégration et l'émergence des BRICS, elle renvoie en bonne partie à une vision russe de la façon de réorganiser l'Eurasie. Ça remonte en fait à la fin des années 90, quand le ministre des Affaires étrangères, puis Premier ministre Evgeny Primakov, en 1998, propose la création de ce qu'on a appelé le RIC, un format, un triangle Russie, Inde, Chine. Il a proposé cette nouvelle configuration. Pourquoi ? Parce que, à l'époque, pour deux raisons principales. D'une part, évidemment, Primakov, qui veut rééquilibrer les relations avec l'Occident, cherche des appuis et se dit qu'il faut s'appuyer sur à la fois l'Inde et la Chine. Et d'autre part, parce que la Russie était en situation de rapprochement tendanciel avec la Chine et qu'il ne souhaitait pas que ça incite l'Inde à se jeter dans les bras de l'Occident. Parce qu'évidemment, le risque de rapprochement sino-russe, c'est que l'Inde se tourne totalement vers l'Occident. Donc il propose ce format qui mettra plusieurs années à se mettre en place parce que les Chinois et les Indiens ne sont pas extrêmement partants, mais qui va donner un premier sommet à Vladivostok en 2005, donc en 2005, le début du RIC, qui va
se réincarner plus tard dans l'adhésion de l'Inde à l'OCS d'un côté, et de l'autre, le RIC, eh bien, il est contenu dans les BRICS. Le RIC, il est au milieu des BRICS. Et effectivement, ces BRICS, faut-il le rappeler, sont au départ des BRIC, qui était un acronyme inventé par un analyste américain, que les Russes se sont réappropriés en organisant un premier sommet de ces BRIC, puis avec l'élargissement à l'Afrique du Sud pour placer un État africain, sont devenus les BRICS. Et les BRICS, et si l'OCS est une tentative de créer une architecture de sécurité en Eurasie, selon des critères donc russo-sino-russes, les BRICS sont une tentative de réorganiser à l'échelle mondiale, notamment l'architecture financière. Ça a été évoqué avec la volonté de dédollarisation et surtout d'échapper effectivement au diktat, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autre mot, américain permis par le dollar, qui leur permet à l'heure actuelle non seulement d'appliquer des sanctions à un nombre croissant de pays sur la planète, mais des sanctions qui pourraient être se justifier. Les Américains ne veulent pas vendre des matériels sensibles, par exemple, à la Russie. Très bien. Sauf qu'ils abusent de leur domination du dollar pour tenter d'empêcher les relations, et pas seulement du dollar d'ailleurs, mais aussi de SWIFT et d'autres mécanismes financiers, les relations entre des États tiers. Donc, les empêcher à l'heure actuelle, il y a les Américains menacent de sanctions les banques chinoises qui voudraient commercer, qui voudraient permettre le commerce entre la Russie et la Chine. Et pas seulement la Chine, mais l'Inde, etc. Et donc, ce diktat financier peut nous paraître totalement justifié parce que on considère que il faut atteindre la défaite de la Russie en Ukraine, mais a des répercussions absolument gigantesques pour le reste du monde. Et il est évident que le Sud global, si on vient à lui, n'est pas d'accord avec une telle approche. Ce n'est pas possible d'accepter qu'un État, tout puissant soit-il, leur dicte la façon dont ils vont commercer avec les autres pays voisins. Est-ce que ça peut donner des résultats? Puisque c'est bien. Est-ce que ça peut donner des résultats, tout ça? Alors on peut se dire, ils sont divisés, donc finalement, pas d'inquiétude, passez votre chemin. Sauf que, je l'ai déjà évoqué, il y a des résultats qu'on peut associer à ces initiatives, et on peut en évoquer d'autres. Par exemple, les Américains ont été contraints de quitter l'Asie centrale. C'est les seules zones dans lesquelles ils se soient implantés. Ils ont été obligés de partir, et pas de leur propre gré, parce que l'OCS a fait pression sur les États membres de manière efficace pour mettre fin et fermer les bases américaines en Asie centrale. Sur les BRICS et l'OCS, on voit aussi que la dynamique est très forte, parce que ce n'est pas seulement la Turquie qui souhaite rentrer. Nous, on a parlé de la Turquie parce que ça nous paraît assez étonnant, mais il y a une dizaine ou une vingtaine d'États qui frappent à la porte à l'heure actuelle. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que les Russes et les Chinois disent on ne peut pas vous intégrer maintenant parce qu'il faut qu'on se structure en interne d'abord. Donc il y a une telle dynamique qu'on ne peut pas accepter tout le monde. Et s'il y a une dynamique de ce type, c'est que bien, en tout cas, de l'extérieur, dans le Sud global, il y a la perception que ces mécanismes sont assez efficients pour vouloir y adhérer. Merci David. Alors on va aborder un dernier thème. Il n'y aura pas de questions sur cette table ronde, sachant qu'en fait vous pourrez poser les questions en fait que vous avez envie de poser. Vous pourrez très bien les poser à l'issue de la troisième table ronde, puisque justement la troisième table ronde, c'est celle qui va parler de cette confrontation. Donc il y a de très fortes chances que les questions que vous vouliez poser là soient parfaitement adéquates dans une heure. Alors, pour cette troisième question, et je vais demander à chacun d'être
extrêmement concis. Je voudrais venir, moi, sur un point essentiel qui est celui des valeurs. En fait, il y a deux choses fondamentales dans la vie. Il y a les valeurs et la démographie. Voilà. Pour qui meurt-on et qu'est-ce qui pousse à donner la vie? Voilà. Or, comme c'est ce qui donne un sens à la vie, qui donne un sens à la mort, c'est vraiment ce qui est le plus important. Alors, la démographie, on n'a pas le temps, mais sur les valeurs. La décolonisation, puisqu'on a vu que c'était un point central de la genèse de ce Sud global, la décolonisation, elle a pu se faire au nom d'idées occidentales. En gros, on pouvait ne pas aimer les Français, mais aimer Victor Hugo. On pouvait ne pas aimer les Anglais, mais aimer Dickens. Voilà. Or, là, on voit bien qu'il peut y avoir un changement. Voilà. Ce sont d'autres valeurs qui sont prônées. Alors, les valeurs asiatiques, chères au président singapourien, maintenant ça remonte à plus de 60 ans, qui finalement, peut-être que dans l'histoire, il apparaîtra avec ses valeurs asiatiques comme celui qui aura le plus ébranlé l'Occident, mais les valeurs islamiques, voilà, chacun a le droit d'avoir ses valeurs. Est-ce que finalement, c'est pas ça le plus important aujourd'hui, ce rejet qui n'avait pas lieu. Le Japon, la Turquie, en copiant le modèle occidental, chercher à s'opposer, en tout cas à résister à l'Occident, mais est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas quelque chose d'autre, de différent? Est-ce qu'on ne change pas de nature dans l'opposition? Une question bien compliquée, mais je crois que si on réfléchit bien, moi je voudrais vous proposer au moins une piste, et peut-être deux. La première piste, c'est, je crois, en termes de culture politique. Nous avons toujours, nous les Occidentaux, eu tendance à raisonner en termes de rapport de force, en disant, bon, ben voilà, ce qu'on a dit, le double standard, que vous vouliez ou non, c'est comme ça, et ça ne sera pas autrement. La France se situe dans une perspective déjà beaucoup plus nuancée, parce qu'on a quand même toujours cultivé, jusqu'à un certain point, des valeurs de dialogue. Et je crois que derrière tout ça, et nous l'avons démontré dans la période contemporaine, par exemple à propos de la réforme du Conseil de sécurité, nous avons fait des propositions qui allaient très loin. Le dernier projet de résolution de l'Assemblée générale sur la réforme du Conseil de sécurité, projet d'inspiration française, qui implique l'élargissement du Conseil, qui implique une réforme du droit de veto, etc., a été soutenue, cette résolution, si je me souviens bien, par 120 ou 121 pays lors du dernier vote. Donc, en réalité, derrière tout ça, ce qu'il y a, c'est vraiment la culture du consensus. Et je sais que c'est un mot qui plaît ou qui ne plaît pas, parce que derrière, on dit tout de suite, ah ouais, mais c'est des compromis, le compromis, c'est détestable, c'est de l'eau tiède, on y perd son âme, on y perd ses intérêts. Ben non, pour parler de ces valeurs asiatiques, justement, eh bien, l'Indonésie, dès Bandung, avait essayé d'expliquer ce qui était la doctrine du régime Sukarno, du régime de l'indépendance. C'était le Pancasila, les 5 principes. Et l'un des principes majeurs, c'est justement la recherche du consensus, parce que quand on a un consensus, eh ben, on peut avancer de manière constructive. Donc, c'est un exemple, et je pense qu'on pourrait trouver des choses un peu équivalentes dans les cultures africaines. L'Amérique latine, je suis plus sceptique. Le Moyen-Orient, je suis encore plus sceptique. Mais bon, voilà, je crois que c'est... pardon? Oui. Ben, en fait, voilà, le principe supérieur, je crois, ça doit être celui de l'ouverture et du dialogue. Et comme le disait, je crois, Benoît de Beauville tout à l'heure, il faut surtout, face à toutes ces initiatives qui peuvent paraître intempestives, désagréables, dérangeantes, nuisibles même, mais il faut rester cool et il faut rester ouvert à la discussion. Oui, très, très rapidement sur les valeurs. Il y a celles qui vous arrivent de l'extérieur, et puis il y a l'évolution des valeurs chez vous-même. Ce qui se passe aujourd'hui dans les démocraties occidentales, c'est un vrai changement. La démocratie, fondamentalement, à Tocqueville, la démocratie, c'est la loi du majoritaire et la protection du minoritaire. À partir du moment où le minoritaire cherche à avoir les mêmes droits que le majoritaire,
vous n'êtes plus en réalité dans un système démocratique. Et les démocraties d'aujourd'hui sont minées de l'intérieur par cette recherche infinie du minoritaire d'avoir les mêmes droits que le majoritaire. Et ceci est une des conséquences de l'individualisme occidental né de la société de consommation des Trente Glorieuses, de tout ce que vous voulez, où on a fait passer le collectif avant l'individuel à cause du marché. Deuxième élément, tout le monde dans la puissance en termes... Pardon ? C'est l'inverse, pardon, j'ai dit une bêtise ? C'est l'inverse. Mais... Oui, l'individuel avant le collectif, pardon. On est en fin de table. Autre élément, tout le monde, lorsqu'il s'étend, n'a pas forcément envie de faire passer ses valeurs. Lorsque l'Occident s'est étendu sur 400 ans de colonialisme, il cherchait à occidentaliser les gens, voire l'administration française en Afrique, etc. Mais prenez aujourd'hui la Chine. La Chine ne cherche surtout pas à siniser le monde, mais surtout pas. Au contraire, parce que ça diluerait sa propre culture. Voilà. Donc, elle se projette à l'extérieur et elle fait de la coopération-développement pour piquer toutes les richesses du sol parce qu'elle en a besoin en termes de consommation, mais elle ne veut surtout pas que les autres lui ressemblent. Donc, vous voyez qu'on peut vouloir s'étendre sans pour autant faire passer sa propre culture ou sa propre identité. Et ça, c'est tout à fait déterminant aussi. Ce qui, aujourd'hui, se joue aussi, vous avez l'impression que c'est mon dada, mais en fait, ça l'est un peu, c'est la question du religieux, qui pose, par rapport, surtout alors en France avec la laïcité, de vraies questions en termes de valeurs. Je vous donne juste un exemple, parce que sur la question de l'islam, je pourrais vous faire un cours de 3 heures. La question de la loi fondamentale, du « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même ». Il y a autour de ça, voilà, on pourrait en parler des heures et des heures. Je garde juste le premier commandement. Tu ne tueras point. L'Occident, le monde judéo-chrétien a inventé la loi symbolique. Tu ne tueras point. C'est quoi le premier commandement du Coran ? Tu ne tueras point, sauf si ta cause est juste. Et vous passez d'une loi symbolique à une loi narcissique, c'est-à-dire où le fait de tuer l'autre ne dépend que de votre appréciation de la justesse de votre cause, éventuellement renforcée par votre entourage, voire la communauté des croyants, c'est-à-dire l'Oumma. Rien que sur ce combat entre loi symbolique et loi narcissique, vous avez aujourd'hui, entre l'Occident et le Sud global, un terrain d'affrontement absolument considérable. J'arrête là parce qu'après... Bon, voilà. Oui, il y a un élément aussi important, je pense, qui transparaît autour de la question des valeurs, c'est celui de se poser la question, finalement, Occident, Sud global, on a pu discuter de leur existence et de leur contour, mais est-on finalement condamné à une forme de confrontation ou d'incompréhension et aussi est-on condamné finalement à se dire admettons que l'Occident a vocation à perdre sa place dominante, est-ce qu'il va pour autant être perdant ? Est-ce qu'il doit être nécessairement perdant d'un rééquilibrage des relations et de l'ordre international ? C'est une question, je pense, qu'il faut se poser très fortement, parce que le risque qu'on perçoit en Occident à l'heure actuelle, c'est un risque de faire bloc et de se constituer en forteresse assiégée. C'est un risque qui est attisé, je pense, y compris par ce que j'appellerais une occidentalisation des élites en Occident. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que on remarque, dans le cas de la France, c'est assez frappant, que la France portait une voix propre et originale. On appelle ça le gaulo-mitterrandisme, on peut appeler ça d'autres façons. Or, au moment où l'Occident n'a jamais été aussi contesté, les élites françaises n'ont jamais été aussi occidentales, c'est-à-dire qu'elles ont largement abandonné leur velléité de porter
un discours original, et elles sont dans un alignement toujours plus important sur des positions des États-Unis qui eux-mêmes ne savent plus trop exactement où ils vont. Donc c'est assez gênant de monter dans le bateau qui tangue, alors même qu'on avait une carte à jouer tout à fait importante. Et là, il y aurait vraiment nécessité de penser cette idée. A-t-on intérêt, en tant que nation, enfin la France, à se revendiquer plus que nécessaire d'Occident? Et puis, je voudrais réagir à ce qui a été dit sur les Chinois qui ne veulent pas exporter, ou en tout cas qui ne veulent pas imposer leur culture. C'est justement, je pense, un atout énorme, parce que justement, ils ne sont pas perçus comme hégémoniques, ou en tout cas comme ayant des tentations hégémoniques par une partie de leurs partenaires. Et ça, il faut l'avoir en tête, parce qu'il y a beaucoup de discours en Occident. Là encore, pour se rassurer, regardez les prêts léonins, les difficultés de remboursement, la captation des infrastructures, etc. Certes, mais il y a d'autres aspects qui compensent en partie au moins une relation qui est perçue potentiellement comme plus équilibrée. Puis je voudrais finir par un concept qui est proposé par la Russie à l'heure actuelle, parce qu'on parlait beaucoup de Russie d'ailleurs, dans la première table comme dans la deuxième. Et ça renvoie à sa place très particulière finalement, qui n'est ni véritablement d'Occident, ni d'Orient, ni tout à fait du Sud. Et justement, la Russie a quand même un peu du mal à se placer dans le Sud global. C'est un pays extrêmement... Et donc le pouvoir russe actuel propose le concept de majorité mondiale. Il affirme, écoutez, nous devons écouter la majorité mondiale, donc là ils se mettent dedans, face à ce qu'ils appellent le milliard doré, c'est-à-dire le milliard, c'est-à-dire nous, l'Occident, qui serait cette espèce de noblesse ou de classe dominante à l'échelle internationale. Et je pense que c'est aussi un aspect à suivre. Est-ce qu'il va y avoir d'autres expressions qui vont porter une forme de collectivité ou de sentiment collectif du non-Occident, puisque finalement, on est plutôt dans l'Occident et le non-Occident.